Bonjour, une vidéo aujourd'hui pour parler de la question de la pauvreté. Une notion économique, sociologique, qui reflète une réalité impitoyable, une réalité assourdissante de nos sociétés contemporaines. C'est une question politique qui nous préoccupe et qui préoccupe visiblement l'ensemble de la classe politique. On peut se rappeler de Lionel Jospin en 2002, qui promettait s'il était élu le zéro SDF en 5 ans. Puis Sarkozy, juste après, qui lui promettait s'il était élu le zéro SDF en 2 ans. Jusqu'à Emmanuel Macron, qui lui a promis, que s'il était élu, et d'ailleurs il a été élu, que plus personne ne dormirait dehors en 1 an. Et puis en passant évidemment par François Hollande et sa promesse non tenue de construction de 500 000 logements par an. Alors, cette question de la pauvreté, elle le préoccupe dans le discours politique, mais comme vous le voyez, les présidents se succèdent et la misère ne fait qu'augmenter. Donc cette vidéo, c'est pour essayer de comprendre qu'en est-il réellement, comment ça s'explique, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre la pauvreté. Et je vais commencer cette vidéo par un extrait du conseil municipal de Martigues, puisque c'est une question qui préoccupe localement les politiques. Grimaud. Oups. Problème technique ce soir, hallucinant. Bonsoir, chers collègues, merci de cette présentation, Henri, d'une délibération, oui, qui nous permet donc effectivement de prendre en charge les frais d'obsèques, entre autres, des personnes qui sont dépourvues de ressources suffisantes pour le faire et qui décèdent sur notre territoire. J'imagine que c'est certainement un allant de soi qui nous donne l'occasion de nous interroger, un peu comme tu l'as fait, Gabi, tout à l'heure, il y a deux secondes, là, sur le nombre de personnes, sur l'évolution du nombre de personnes qui vivent dans la grande pauvreté, soit dans notre pays, soit dans notre ville. Et effectivement, l'INSEE avance un chiffre de 10 millions de pauvres, c'est-à-dire dont 3 millions d'enfants. Ça représente en vérité 15% de la population française, et c'est le taux le plus élevé depuis 50 ans, depuis qu'on fait des taux. C'est donc, tu l'as dit Gabi, 300 000 personnes sans domicile en France, et ces 300 000 personnes, en fait, c'est 2 fois plus qu'en 2012. Et au-delà, c'est 4 millions de nos concitoyennes et de nos concitoyens qui vivent dans des logements insalubres, et 12 millions qui peinent à conserver leur logement. Alors le logement, c'est un aspect qui est important de la pauvreté, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas le seul, bien entendu. Tu as dit Gabi, il y a 8 millions de personnes qui se nourrissent grâce à l'aide alimentaire. Il y a 700 000 personnes qui se voient leur électricité se faire couper parce qu'ils ne peuvent pas payer les factures, et 17% des Françaises et des Français qui renoncent à des soins faute de moyens suffisants pour les assumer. Et ça ne dit rien non plus, ces chiffres-là ne disent rien de l'accès aux loisirs ou de l'accès à la culture. Et encore, ça tu l'as dit aussi Gabi, ces chiffres ne tiennent pas compte du futur, des effets sociaux que va avoir la crise sanitaire que nous vivons encore actuellement dans le futur. Et bien ces chiffres-là, chers collègues, c'est la honte de ce quinquennat. Voilà. C'est la honte d'un président qui disait qu'il ne voulait plus voir d'hommes et de femmes dans la rue, et dont en fait les deux premières mesures qu'il a prises, c'est la suppression des APL et la baisse des APL et la suppression de l'impôt sur la fortune, avec comme effet les chiffres que nous venons de donner. Mais ce sont que des chiffres. Ça ne dit rien des situations singulières de celles et ceux qui vivent dans la rue, dans la très grande pauvreté. Ça ne dit rien de la solitude, de la honte, de l'errance, de la tristesse. Parce que vivre dans la rue, c'est toujours un drame. Et au comble de ces drames, il y a des gens qui meurent dans la rue. C'est arrivé à Martigues, et c'est en partie pour cela que nous votons une telle délibération. C'est arrivé à Martigues et ça ne doit plus jamais se reproduire. Donc tu nous encourages à réfléchir pour le prochain budget. Parce qu'à Martigues comme ailleurs, dans la 6e puissance économique du monde, personne ne devrait dormir dans la rue, personne ne devrait y vivre et personne ne devrait y mourir. Voilà, c'est ça qu'on voulait dire ce soir en profitant de cette délibération, en vous remerciant de votre attention et en vous remerciant aussi tous de l'engagement nécessaire que nous prenons dans cette ville. Merci. Merci, Frédéric. Y a-t-il d'autres observations? Alors, si je mets au vote. Donc voilà, vous avez entendu plein de chiffres sur la pauvreté, des chiffres que j'ai pu donner en conseil municipal et que le maire de Martigues aussi a donné. Nous avons égrené parce qu'ils marquent une réalité inacceptable sur l'ensemble du territoire français, mais aussi sur notre territoire local, évidemment, tout en masquant la singularité des situations vécues par nos concitoyens, en masquant aussi les logiques, les mécaniques qui sont à l'œuvre dans la fabrication de la pauvreté et dans l'entretien de la pauvreté, et en ne disant rien non plus des manières dont on peut enrayer cette mécanique-là de genèse de la pauvreté et d'entretien de la pauvreté. Or, c'est sur ça qu'on doit se pencher. Il peut y avoir des débats. Il peut y avoir des débats sur la définition du taux de pauvreté,
sur les indicateurs que l'on prend, est-ce que l'argent, les conditions de vie, etc., sur les seuils de ces mêmes indicateurs. Il peut y avoir des débats sur les différentes dimensions de la pauvreté. Il peut y avoir des débats sémantiques aussi, hein, pauvreté, grande pauvreté, extrême pauvreté, misère, précarité, etc. C'est des débats importants. On peut aussi se demander si c'est une notion relative, hein, si on doit être dans une logique d'acception et de compréhension des inégalités plutôt, ou est-ce que c'est une notion absolue? Tous ces débats sont intéressants, mais ils ne doivent pas nous écarter de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est de comprendre ce qui se passe sur nos territoires et de créer les conditions d'une lutte efficace contre la pauvreté. Déjà, on doit pouvoir s'accorder sur une chose. La misère, la pauvreté, ce n'est pas une fatalité. Je vais reprendre une définition humaniste hein, que donne de la misère Joseph Brzezinski, qui est le fondateur d'ADT Corps Monde, et qui dit « La misère, c'est l'œuvre des hommes, et seuls les hommes peuvent la détruire ». Et oui, nous, on n'est pas déterminés. La misère, c'est une construction sociale, historique, et elle s'explique parce que nous vivons à l'intérieur d'un système où l'ensemble des richesses, l'essentiel des richesses, est capté par ceux qui détiennent le capital, ceux qui détiennent les moyens de production, ceux qui ont le pouvoir sur le travail. En effet, les richesses au niveau mondial ont augmenté cette année encore de 2,6%. Ça ne fait qu'augmenter les richesses au niveau mondial. Mais 1% des plus riches profitent 2 fois plus de cette génération globale des richesses. Et la France tient toujours le 6e rang des puissances économiques mondiales, mais elle est 2e dans le classement où les riches sont définis comme étant très riches. Vous voyez, la France, on a des riches très riches. Les fortunes de nos milliardaires sont colossales. C'est eux qui captent l'essentiel de l'augmentation des richesses dans le monde, et les pauvres, les plus pauvres, ne captent rien de cette augmentation. Hein. Je dirais ça pour ceux qui seraient fans de la théorie du ruissellement. Par exemple, l'OCDE a pondu un rapport récemment qui montre qu'en France, il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté. 6 générations, c'est 180 ans. Quand on est pauvre, en fait, les échelons qu'il faut gravir pour sortir de la pauvreté prennent 180 ans. Ce qui fait que oui, les plus riches sont bloqués en bas, les plus pauvres, pardon, sont bloqués en bas parce que les plus riches captent l'essentiel des richesses produites dans ce monde par les travailleuses et les travailleurs. Oui, la pauvreté d'une grande partie de la population, hein, 10 millions de pauvres quand même, c'est ce qu'on a dit au conseil municipal, est à mettre en regard, à mettre en balance avec les fortunes colossales d'une petite partie de la population. Ces fortunes colossales, ça mérite qu'on s'y arrête pour essayer de bien les comprendre. Essayons d'imaginer la fortune de Jeff Bezos, le numéro 1 des fortunes mondiales, dont la fortune personnelle s'élève à 200 milliards d'euros aujourd'hui. 200 milliards d'euros. C'est difficile à comprendre ce que c'est 200 milliards d'euros. Le salaire moyen en France est de peu près 40 000 euros par an. Si jamais j'avais économisé l'ensemble de mon salaire, il aurait fallu que je commence à travailler il y a 5 millions d'années pour atteindre aujourd'hui la fortune de Jeff Bezos. 5 millions d'années, c'est Australopithèque, hein, c'est Lucie. On était à peine plus des singes depuis pas longtemps. Et donc, il aurait fallu que je mette de côté ça. On pourrait aussi dire que je peux m'enrichir rapidement. Ce soir, par exemple, je pourrais gagner au loto. La cagnotte est de 2 millions d'euros. Eh bien, si jamais je gagnais au loto ce soir, et si jamais j'avais gagné tous les ans au loto, tous les débuts janvier, j'avais gagné au loto, pour avoir la fortune aujourd'hui de Jeff Bezos, il aurait fallu que je commence à gagner au loto il y a 100 000 ans. Il y a 100 000 ans, c'est-à-dire c'était le début où Homo sapiens a commencé à coloniser la planète. Il y avait encore Néandertal à cette époque. Et donc, il y a 100 000 ans, si jamais j'avais gagné depuis tous les ans au loto, aujourd'hui, j'aurais la fortune de Jeff Bezos. Dernier exemple pour comprendre, hein, si jamais je gagnais au loto, mais ce coup-ci tous les jours, si tous les jours je gagnais les 2 millions d'euros à la cagnotte au loto, mais il aurait fallu que je commence à gagner au loto en 1724 pour aujourd'hui pouvoir atteindre les 200 milliards d'euros de Jeff Bezos. 1724, c'est le début du règne de Louis XV, la fin du règne de Louis XIV. Et elle est marrante cette année 1724, d'ailleurs je regardais tout à l'heure sur Internet, 1724 c'est l'année de la création de la Bourse de Paris. Et en même temps, c'est l'année où a été pris le premier arrêté anti-mendicité, où les mendiants étaient condamnés à de la prison si jamais ils demandaient l'aumône dans la rue. Bon, bref, voilà. Ça, c'est pour essayer de comprendre, de prendre la mesure de ce qu'est la fortune de Jeff Bezos, qui ne peut même pas dépenser. Hein, voilà. Et comment ce système-là est absurde. Parce que ces grandes fortunes-là, elles captent la richesse uniquement parce qu'elles possèdent le capital, parce qu'elles dominent le travail. Hein, et aujourd'hui, arracher la richesse à ces plus riches pour pouvoir lutter contre la pauvreté, eh bien, c'est un combat de classe contre classe. C'est une lutte que nous menons à l'intérieur de notre classe sociale contre la classe sociale des plus riches.
Et il faut le faire d'autant plus que cette situation s'aggrave, hein. Vous savez, il y a la crise sanitaire, le Covid, etc. Et la crise sociale est encore devant nous. Est encore devant nous. Le patronat va en profiter pour licencier là, de cette crise. L'État va rogner sur les minima sociaux, sur les retraites, sur les services publics, etc. Donc la pauvreté est devant nous. On le voit bien d'ailleurs en ce début janvier. Là, on sait tous qu'il y a très peu d'augmentation du SMIC, hein, moins d'1% d'augmentation pour le SMIC ou pour les pensions, mais par contre une augmentation des factures d'électricité, des factures de gaz, du timbre, etc., des tas d'augmentations. Et donc tout le monde peut très bien comprendre que la question de la pauvreté, c'est une question sociale vive, c'est une question politique importante et conjoncturelle qu'il faut prendre à bras le corps. Donc voilà, il va falloir prendre des mesures, hein, des mesures politiques de lutte contre la pauvreté, contre cette pauvreté, mais des mesures qui s'inscrivent dans une logique, dans la logique d'une autre répartition des richesses. Il va falloir réussir à imposer une autre répartition capital-travail en faveur des salaires, en faveur des pensions, en faveur des allocations, en faveur des services publics. Il va falloir défendre l'emploi sous toutes ses formes, hein, et interdire les licenciements notamment. Prendre des mesures aussi de régularisation des demandeurs de papier, des mesures pour l'égalité homme-femme, parce que les femmes sont les premières victimes de ces logiques de précarisation. Des mesures contre le réchauffement climatique aussi, puisque les bouleversements climatiques, les premières victimes de ces bouleversements climatiques sont les plus pauvres. Et puis, il va falloir prendre dans l'urgence des mesures de soutien aux associations, hein, tout en évitant de s'enfermer dans cette relation bienfaiteur-bénéficiaire, mais aux associations qui font le travail de terrain, créer des logements d'urgence partout sur le territoire, réquisitionner des logements vides quand il le faut et il le faut. Voilà, en tout cas, il y a des tas de mesures à prendre, qu'elles soient urgentes ou sur le long terme, parce que le dur est devant nous. Mais bien sûr, on peut s'appuyer sur de l'existant, hein. On va pas, en France, la France, il y a un État social hérité des grandes conquêtes syndicales de l'après-guerre, hein. Et donc, il va falloir aussi s'attacher à défendre ces conquis sociaux, à défendre la sécurité sociale, la retraite, les services publics, l'école, l'hôpital, etc., etc. Et puis, localement, à Martigues aussi, on peut s'appuyer sur de l'existant. Martigues s'inscrit dans une longue tradition de développement de services publics de qualité, de construction de logements sociaux, etc., de services aux plus précaires. Et tout ça, il faut s'appuyer dessus, bien sûr, mais ça ne nous dédouane pas, bien entendu, d'inventer, de créer, de développer d'autres ambitions pour lutter contre la pauvreté, d'autant plus que entre la crise sanitaire, la crise du Covid et 5 ans de macronisme, peut-être que le dur est devant nous, même sûrement le dur est devant nous. Et donc, il y a une urgence à s'attacher à tout ça. C'était l'objectif de cette vidéo d'ailleurs, hein, c'est d'ouvrir la discussion sur ça. Quelle lutte contre la pauvreté, nationalement, localement, nous pouvons mettre en œuvre et pourquoi? Voilà, merci beaucoup.